Le 10 mars 1968, une nouvelle sensationnelle apparaît, celle qu'on attend ou qu'on espère depuis si longtemps. Ce jour-là, le New York Times annonce que la semaine dernière, des astronomes américains ont capté des signaux provenant de très loin dans l'espace et ils croient, comme leurs collègues britanniques, que ces signaux pourraient provenir d'une autre civilisation. Mais le quotidien s'empresse d'ajouter que ces astronomes se refusent pour le moment à prioriser une telle hypothèse tant que toute autre explication d'origine naturelle n'aura pas été exclue. Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. Dans cette série de 6 balados qui va vous faire parcourir tout l'univers, nous voici à l'épisode 5. A-t-on déjà repéré des extraterrestres? Je serai le narrateur du texte que mon collègue, le journaliste scientifique Claude Lafleur, a rédigé pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs histoires étonnantes, dont la détection de signaux en provenance de l'espace qui nous fait penser à des transmissions intelligentes, à de possibles signaux émis par des civilisations extraterrestres. Comme vous l'avez sans doute déjà entendu, il arrive pratiquement chaque année que les médias nous annoncent que des astronomes auraient capté des signaux surnaturels en provenance de l'espace. Certains crient vite aux extraterrestres. Comme en témoigne le cas rapporté au tout début, ça fait plus de 50 ans qu'on fait de telles annonces, sans pour autant qu'on n'ait jamais à ce jour capté avec certitude des signaux extraterrestres. Que se passe-t-il? Pour le savoir, poursuivons notre récit. Précisons que ces signaux ont d'abord été captés par des radioastronomes britanniques à l'été de 1967. Ceux-ci ont ainsi repéré en provenance de l'espace lointain 4 sources émettrices de signaux radio aussi réguliers que rapides. Il s'agit de signaux radio de très courte durée en provenance de 4 sources différentes et qui varient selon une régularité plus parfaite que celle de nos meilleures horloges atomiques. Bizarrement, ces signaux varient d'intensité durant 1 minute, puis disparaissent durant 3 ou 4 minutes avant de recommencer à nouveau. Notre première impression indique Martin Ryle de l'Université Cambridge, d'où émane la découverte, a été d'imaginer qu'il pourrait s'agir d'une intelligence qui tenterait de communiquer avec nous. Il s'empresse cependant d'ajouter que si on ne peut exclure une telle hypothèse, il faut d'abord tenter de trouver une explication de source naturelle. Mais comment expliquer un phénomène aussi complexe et bizarre de façon naturelle? Ce genre de signaux fait penser à ceux émis par les balises maritimes qui servent à guider les navigateurs. C'est d'ailleurs pourquoi les radioastronomes britanniques les ont baptisés LGM-1, LGM-2, 3 et 4. Donc LGM pour Little Green Man, Petit Homme Vert. Dans son compte-rendu publié dans le très respecté magazine scientifique Nature le 24 février 1969, l'équipe britannique précise que la nature très particulière de ces signaux pourrait faire penser à des transmissions de signaux de conception humaine émanant soit d'un vaisseau spatial se trouvant dans l'espace lointain, soit d'un radar planétaire ou encore de signaux extraterrestres ayant rebondi sur la Lune. Par contre, leurs caractéristiques très particulières en font une source idéale pour des balises cosmiques servant à guider des voyageurs interstellaires, ce qui dépasse et de loin nos capacités. C'est la découverte la plus excitante depuis 50 ans, lance avec enthousiasme un astronome qui bizarrement a requis l'anonymat auprès du New York Times. Ajoutons que l'existence de civilisations extraterrestres nettement plus avancées que la nôtre et qui échangeraient entre elles était très à la mode dans les années 60. Ainsi, à l'époque, le radioastronome Ronald Bracewell de l'Université Stanford envisageait sérieusement la possibilité qu'il existe des communautés galactiques avancées qui communiqueraient entre elles.
Puis en avril 1960, Frank Drake de l'université Cornell s'est servi du radiotélescope de Green Bank pour tenter de capter des signaux radio émis par une intelligence extraterrestre. Il s'agit du célèbre projet OSMA, la première tentative de détection de signaux d'origine artificielle. Tentative qui n'a bien sûr pas porté fruit. Mais cette fois-ci, en 1968, aurait-on enfin repéré une telle communauté? Selon Drake, dont l'équipe étudie avec soin les signaux repérés par les Britanniques, ceux-ci sont si inusités qu'ils semblent devoir échapper à toute explication d'origine naturelle. Les signaux en provenance de 4 sources différentes ont entre autres la forme de triplés qui varient d'un cycle à l'autre, comme on s'attendait s'il s'agissait de messages codés, rapportent certains spécialistes. D'autres estiment que le rythme d'émission de ces ondes est extraordinairement stable. Il ne varierait pas d'une seconde sur une période de 30 millions d'années, soit une précision qui dépasserait de loin toute horloge qu'on pourrait imaginer. Voilà donc ce qui en ferait des balises idéales pour la navigation interstellaire. L'humanité a-t-elle enfin repéré un réseau de communication spatiale d'une civilisation galactique très avancée? Se demandait sérieusement le New York Times dans son éditorial du 28 mars 1968. Il y a quelques semaines à peine, poursuit le quotidien, les astronomes auraient balayé du revers de la main une telle question. Mais voilà qu'à présent, non seulement certains d'entre eux se posent-ils la question, mais quelques-uns, au moins, envisagent que la réponse pourrait bien être positive. L'éditorial ajoute néanmoins qu'on ne peut toutefois pas exclure qu'un mécanisme naturel, encore inconnu, pourrait être à l'origine de ce phénomène sensationnel. Incidemment, dès le départ, les astronomes soupçonnent la possibilité que ces émissions pourraient provenir d'une sorte très particulière d'objets célestes imaginés par des théoriciens, mais non encore repérés, les restes d'étoiles palpitantes, justement appelées Pulsating Star ou Pulsar. C'est ainsi que l'appellation Little Green Man fait bientôt place à Pulsating Radio Source, les astronomes parlant désormais des PRS-1, PRS-2, 3, 4, etc. En conséquence, progressivement, l'idée de balises de navigation mise en place par des extraterrestres apparaît de moins en moins plausible. Frank Drake fait d'ailleurs remarquer que si on a repéré 4 PRS, cela doit indiquer qu'il devrait y en avoir des centaines. Les spécialistes estiment que l'énergie nécessaire pour émettre de tels signaux en provenance de l'espace lointain équivaudrait à 10 milliards de fois toute l'énergie que nous produisons ici sur Terre, et ce pour alimenter une seule de ces centaines de balises. Voilà qui fait dire à Drake qu'il est peu probable qu'on retrouve autant de super-civilisations dans notre secteur de l'univers, même si, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une explication naturelle à ce phénomène très surprenant. Ultimement, bien sûr, on a trouvé l'explication tout à fait naturelle au phénomène. Mais on peut imaginer le retentissement que l'annonce de signaux extraterrestres aussi bizarres qu'inexplicables a eu à l'époque et surtout qu'elle aurait si elle survenait de nos jours. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ces dernières années lorsque de semblables annonces ont été faites, notamment en juillet 2017, septembre 2018 et janvier 2019, aussi juin 2019. À l'espace d'une journée ou deux, les médias traditionnels comme les médias sociaux s'emballent avant de passer à autre chose. Mais dans le cas de la découverte des PRS de 1968, l'effervescence a duré plusieurs semaines. La source d'émission de signaux extraterrestres qui ont tant intrigué les astronomes en 1967 et 1968 est, comme certains l'avaient envisagé dès le départ, un corps céleste presque aussi bizarre qu'un trou noir. Le New York Times du 26 mai 1968 affirmait que peu de découvertes au 20e siècle n'auront autant enthousiasmé et déconcerté les astronomes que celles des pulsars. C'est exact si on considère que, durant quelques semaines, on a cru avoir débusqué des extraterrestres et qui plus est,
des civilisations nettement plus avancées que la nôtre. Pourtant, ce siècle n'a pas manqué de découvertes astronomiques qui ont profondément bouleversé notre perception de l'univers et de la place qu'on s'y accorde. Si on recule de 100 ans à peine, on vivait alors dans un univers aussi simple que méconnu. On pensait en effet que celui-ci se limitait à un immense amas de milliards d'étoiles assez semblables au Soleil et qu'on appelait la galaxie. Cette galaxie mesurait environ 300 000 années-lumière de diamètre, ce qui pour l'époque apparaissait comme gigantesque. Les astronomes avaient néanmoins repéré un certain nombre de nébuleuses ça et là à travers la galaxie, c'est-à-dire des taches floues qui n'avaient pas l'apparence d'étoiles. Même aux yeux des plus puissants télescopes de l'époque, on n'arrivait pas à distinguer ce qu'étaient au juste ces nébuleuses. En 1777, l'astronome Charles Messier les avait répertoriées soigneusement. Cet astronome français s'intéressait avant tout aux nouvelles comètes et souvent on confondait les nébuleuses avec elles, toutes deux ayant des apparences floues. Messier a donc conçu une liste d'une centaine de nébuleuses afin d'éviter toute méprise, car pour lui c'était des nuisances de simples objets nébuleux et sans intérêt. En 1923, l'astronome américain Edwin Hubble s'intéresse à l'une d'elles, la nébuleuse numéro 31 du catalogue de Messier, située à la constellation d'Andromède. À cette fin, il dispose du plus puissant télescope au monde, celui de 2,50 m de diamètre, situé sur le mont Wilson, en banlieue de Los Angeles. Hubble détermine que la nébuleuse Messier 31 se situerait à 700 000 années-lumière de nous, soit bien en dehors de l'univers connu à ce moment-là. Il constate qu'il s'agit en fait d'une autre galaxie, semblable à la nôtre. L'univers venait du coup de doubler de taille. L'astronome américain se met ensuite à étudier de près les nébuleuses connues et découvre de nouvelles galaxies. On commence alors à parler d'îles cosmiques perdues dans l'immensité de l'espace. Hubble bouleverse complètement l'idée qu'on se faisait des dimensions de l'univers. Que l'espace sidéral soit parsemé de milliers d'univers isolés, comparables en taille à notre galaxie, est désormais accepté par la plupart des astronomes, écrivait en 1925 l'astronome William Loudon. Éparpillés sur des distances incommensurables, ces soi-disant îles-univers sont les plus vastes structures célestes que les plus récents progrès de l'astronomie nous font découvrir, ajoute-t-il. On sait à présent que le nombre total de galaxies se chiffre à 200 milliards, sinon même à 10 fois plus. Si un astronome entreprenait d'observer chacune de ces 200 milliards de galaxies en n'y accordant qu'une seule seconde à chacune, il lui faudrait plus de 6300 ans pour en faire le tour. Edwin Hubble se met ensuite à mesurer la vitesse à laquelle se déplacent les galaxies par rapport à nous. En 1929, il fait une découverte déconcertante. Toutes semblent s'éloigner. Qui plus est, elles s'éloignent d'autant plus rapidement qu'elles sont distantes de nous. De toute évidence, l'univers est en expansion. Sa taille est de plus en plus grande au cours du temps, et non pas figée comme on le croyait jusqu'alors. Il établit même une relation mathématique entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance, ce qu'on appelle la loi de Hubble. On réalise donc dans les années 20 que l'univers est nettement plus vaste et plus complexe qu'on le percevait jusqu'alors. Hubble bouleverse véritablement nos perceptions. Pourtant, malgré les découvertes extraordinaires, on ne lui décerne pas un prix Nobel comme il l'aurait amplement mérité. Cependant, le grand astronome recevra à titre posthume le meilleur hommage qui soit, puisque le plus célèbre de tous les télescopes spatiaux, celui qui va révolutionner à son tour l'astronomie à partir des années 90, porte son nom. Aujourd'hui, personne n'ignore le télescope spatial Hubble et, par le fait même, connaît le nom de l'illustre astronome.
À la même époque, une nouvelle technologie fait son apparition, les communications radio sur de très longues distances. Les opérateurs radio avaient en effet découvert qu'il est possible de faire rebondir des ondes radio sur une couche de l'atmosphère située à très haute altitude pour leur faire franchir de grandes distances. C'est ainsi qu'un pinceau d'ondes radio envoyé depuis l'Amérique du Nord peut rebondir sur l'ionosphère au-dessus de l'Atlantique pour aboutir en Europe. Pour l'époque, c'était un moyen révolutionnaire de communiquer. Toutefois, ces communications étaient souvent brouillées par un phénomène statique dont on ignorait la nature. En 1928, le laboratoire de la société Bell Telephone engage un physicien et ingénieur radio, Karl Jansky, pour élucider l'énigme. À cette fin, celui-ci fabrique une grande antenne directionnelle avec laquelle il espère débusquer la source des interférences statiques. Après des mois d'observation, il conclut qu'une part de la statique provient des orages électriques environnants, mais il observe aussi une autre source de brouillage qui, étrangement, semble provenir de l'espace lointain. Après de minutieuses observations, Jansky finit par découvrir que, bizarrement, cette source d'interférence provient de la constellation du Sagittaire. Cette curieuse découverte motive un jeune ingénieur et opérateur radio, Groth Reber, à tenter de localiser plus précisément cette source. Reber rêvait de travailler pour Bell, mais puisque celle-ci se refuse à l'embaucher, il mène ses propres travaux depuis sa cour arrière. En fait, ce que Reber découvre, c'est que l'univers regorge d'émissions radio, ce qu'aucun astronome n'avait imaginé auparavant. Les étoiles, comme tout le reste de l'univers d'ailleurs, ne font pas que briller en éclats lumineux, mais comme on va le découvrir plus tard, elles émettent pratiquement toutes les longueurs d'onde. Plus spécifiquement, Jansky et Reber mettent au jour le fait qu'on reçoit des émissions radio en provenance de l'espace lointain et que par le fait même, ils donnent naissance à une nouvelle discipline, la radioastronomie. Cette branche de l'astronomie permet entre autres de percer les mystères au cœur de notre galaxie, justement située dans la direction de la constellation du Sagittaire, et qu'on ne peut observer puisqu'il y a trop de nuages de poussière et de gaz entre nous et ce centre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit au télescope. La radioastronomie permet d'ailleurs de sonder une foule de phénomènes impossibles à observer au télescope, y compris la structure du Soleil, la naissance et la mort des étoiles. Sinon même, qui sait, un jour peut-être de capter des émissions radio en provenance d'extraterrestres. C'est donc une découverte fortuite, les origines de la statique qui brouille nos communications radio longue distance, qui nous a menés vers l'un des plus puissants outils pour étudier l'univers. En 1915, Albert Einstein présente sa théorie de la relativité générale, selon laquelle l'attraction gravitationnelle entre deux corps célestes est provoquée par une déformation de l'espace et du temps. Or, cette théorie a pour conséquence d'impliquer que l'univers ne peut pas demeurer immobile ou stable, soit qu'il est en expansion, soit qu'il est en contraction. Mais cette idée déplaît à Einstein, qui est convaincu que l'univers est statique. Par conséquent, il considère cette prédiction comme erronée et il va jusqu'à corriger sa théorie en y ajoutant une constante cosmologique qui fait que l'univers conserve les mêmes dimensions. Mais très rapidement, son idée est contestée par d'autres, dont un prêtre catholique belge, Georges Lemaître. Celui-ci a étudié les mathématiques avancées et s'intéresse de près aux travaux d'Einstein. En 1927, Lemaître entreprend même de défier le grand maître en avançant ses propres idées sur la création de l'univers. Selon lui, l'univers aurait commencé en un instant précis et depuis ce temps, il se propagerait. L'univers serait donc en expansion. Les mathématiciens ne disposent toutefois pas d'une preuve tangible pour appuyer ce qu'il avance. Évidemment, lorsqu'il entend parler de la découverte d'Hubble, le simple fait que toutes les galaxies s'éloignent de nous, bien Lemaître sait qu'il tient là la preuve dont il rêve. En 1931, Einstein rend visite à Hubble et Georges Lemaître décide de se rendre à leur rencontre.
Tandis qu'Einstein ne veut toujours pas croire que l'univers serait en expansion, Hubble est pour sa part prudent et ne veut pas sauter trop vite à cette conclusion. Le maître doit donc insister auprès d'eux. La conjugaison des arguments mathématiques de Lemaître et des observations faites par Hubble finissent par convaincre Einstein. Celui-ci réalise alors qu'il a commis une bourde monumentale en imposant sa fameuse constante cosmologique à sa théorie de la relativité. On rapporte qu'au terme de leur rencontre, Einstein se serait levé pour déclarer « Mais c'est la chose la plus formidable que j'ai vue. » Et à partir de ce jour, il considérera que l'ajout d'une constante cosmologique à sa théorie générale de la relativité aura été la plus grande bévue de sa carrière. N'empêche que les travaux d'Einstein, de Hubble et de Lemaître ont provoqué un immense bouleversement dans notre conception de l'univers. Celui-ci est apparu un jour et n'a donc pas toujours existé tel qu'on l'observe à présent, et il est depuis en expansion. Et s'il a un début, est-ce qu'il aura une fin? Voilà les fondements de la cosmologie moderne. Le début foudroyant de l'univers en expansion que proposait le maître est ce que nous appelons à présent le Big Bang. Le commencement de l'univers il y a quelques 13,7 milliards d'années. Mais durant des décennies, jusque dans les années 60, nombre d'éminents savants ont rejeté cette idée. On doit d'ailleurs l'expression Big Bang à l'un d'eux, Fred Hoyle, mais ce terme a si bien collé à la réalité des faits qu'il est utilisé de nos jours sans dérision. C'est ainsi que se termine le 5e épisode de notre univers époustouflant, une série de 6 balados qui va vous faire parcourir tout l'univers. Le fascicule que vous pouvez lire, c'est le fascicule 70. C'est disponible sur notre plateforme Patreon. Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous ont encouragés financièrement sur cette plateforme. Le lien est toujours dans la description. Je veux d'ailleurs remercier de nouveaux patrons, Steve Sawyer, Michel Bigrand, Gabriel Lagagnère-Dubé, Cyril, Pierre-Yves Redoute, Frédéric Barry et Benoît Gilardot. Merci beaucoup à vous et bienvenue à bord. C'est ce qui met fin à cet épisode. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, c'est le cas de le dire, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.